Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre chronique régulière consacrée à l'Espagne. Bon, dois-je encore te présenter? Tu es donc l'expert Espagne de la Fondation Jean Jaurès. Antoine, on va un peu parler évidemment bien je ne sais plus, énième gouvernement Pedro Sanchez, suite à sa réélection à la tête du gouvernement espagnol le 16 novembre, si je ne m'abuse. Et première question, ce sera un peu peut-être que tu nous rappelles un peu le processus depuis les élections législatives du mois de juillet, avec un résultat plutôt surprise où on s'attendait à une victoire de la droite, du Parti populaire et d'une alliance avec l'extrême droite de Vox. Donc, les élections législatives, l'échec de la tentative du Parti populaire pour former un gouvernement, et puis les négociations qui ont abouti le 16 novembre à la reconduction de Sanchez à la tête du gouvernement. Alors, bonjour Alexandre, c'est un plaisir de te retrouver en cette nouvelle année, une nouvelle année qui s'annonce riche effectivement aussi pour l'Espagne, puisque ce sera une année aussi électorale, hein, j'en profite pour le signaler, puisqu'il y aura les européennes comme partout en Europe, mais il y aura aussi des élections régionales en Galice et au Pays Basque. La Galice votera dès le 18 février d'ailleurs, hein, donc ça va arriver assez vite. Mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Donc, comme tu le disais, au mois de novembre, Pedro Sanchez a été réinvesti président du gouvernement pour son troisième mandat. Il a formé son troisième gouvernement. Pour la petite histoire, hein, c'est le premier depuis Felipe González à former trois gouvernements, puisque Aznar, Zapatero et Rajoy n'en avaient formé que deux. Donc, alors, ces gouvernements durent un peu moins longtemps, notamment le premier avait duré de juin 2018 à janvier 2020, donc globalement 18 mois, mais c'est quand même la première fois qu'un chef de gouvernement entame un troisième mandat depuis la fin des années 80, donc c'est déjà un petit élément à signaler. Donc comme tu l'as effectivement rappelé, il y a eu le 23 juillet dernier des élections législatives anticipées. Pedro Sanchez avait fait ce coup de poker au lendemain d'élections municipales et régionales qui s'étaient révélées mauvaise pour le Parti socialiste, catastrophique pour Unidas Podemos et très mauvaise pour la gauche en général. Et ces élections avaient apporté un résultat assez inattendu puisque le Parti populaire qui était en tête dans les sondages depuis 2021-2022 avait effectivement remporté ces élections. C'est le premier parti du pays en termes de voix, en termes de députés, en termes de sénateurs, mais la mobilisation de la gauche, le vote utile à gauche, la mobilisation notamment des jeunes, notamment des femmes, a permis à la gauche, mais surtout au Parti socialiste, de résister suffisamment pour éviter qu'il n'y ait au Congrès des députés, l'équivalent de notre Assemblée nationale, une majorité entre le Parti populaire, le PP, le grand parti de centre-droit espagnol, et Vox, le parti d'extrême droite. Les partis, on va dire, de droite, centre-droit, extrême droite, aujourd'hui, comptent 171 députés au total sur 350, et donc le reste, ce qu'on pourrait appeler la majorité de Pedro Sanchez, compte 179 ou 178 députés en fonction d'un député des îles Canaries, d'une députée des îles Canaries d'ailleurs, qui vote en fonction des intérêts de son territoire, évidemment, comme la plupart d'ailleurs des partis on va dire nationalistes, territoriaux, indépendantistes, locaux, qui sont un peu une grande particularité de l'Espagne par rapport à ce qu'on connaît en France. Comme il n'y avait pas de majorité claire au début, puisque les indépendantistes catalans les plus radicaux, ceux du parti Junts de Carles Puigdemont, semblaient vouloir faire monter les enchères très fort, notamment sur une certaine loi d'amnistie dont on va reparler tout à l'heure, il n'était pas évident que Pedro Sanchez ait une majorité. Comme il n'y avait pas de majorité évidente, le roi Felipe VI a d'abord proposé à Alberto Núñez Feijóo de tenter d'obtenir l'investiture du Congrès des députés, que Feijóo n'a pas obtenu, puisqu'il n'a eu le soutien que du Parti populaire de Vox et de l'UPN, qui est le parti des régionalistes de la Navarre, la région de Pampelune. Il y a quasiment autant de partis régionalistes qu'il y a de régions en Espagne, certaines en ont même d'ailleurs plusieurs. Pedro Sanchez, de son côté, a attendu de laisser maturer un peu la situation, et puis, dans un discours, il a accepté, dans un discours devant les cadres du Parti socialiste, il a accepté l'idée d'une loi d'amnistie, la fameuse loi d'amnistie réclamée par les indépendantistes catalans, avec un discours sur lequel il a bien montré que ce n'était pas son propre projet, puisqu'il a admis qu'il aurait sans doute accordé d'autres grâces judiciaires, comme il l'avait fait sous son mandat précédent,
Mais donc, il aurait attendu des condamnations en justice encore pour de nouveau gracier les indépendantistes. Et quand il a assumé l'amnistie, il a dit qu'il était temps de faire nécessité vertu. Donc, c'est-à-dire, il la reprend à son compte parce qu'il sait qu'il en a besoin pour se maintenir au pouvoir. C'est un discours un peu fataliste, hein, quelque part. Il n'y avait pas d'optimisme débordant à la revendication de cette mesure. Et en acceptant l'amnistie, notamment, en acceptant aussi d'autres mesures, par exemple le fait de pouvoir parler catalan, basque ou galicien dans l'enceinte du Congrès des députés, en acceptant certaines autres demandes, notamment des décentralisations de compétences en vertu pour la Catalogne, pour le Pays basque, pour la Galice, pour les îles Canaries. Eh bien, Pedro Sanchez a réussi à structurer une majorité pour son investiture. Et donc, effectivement, au mois de novembre, le 16 novembre, il a obtenu 179 voix favorables à l'investiture, alors qu'il en faut au moins 176 dès le premier tour. Donc, il a été investi dès le premier tour. C'est un peu une nouveauté en Espagne depuis quelques années, puisque c'est la première fois depuis les élections de 2011 qu'il n'y a pas besoin de retourner aux urnes avant d'avoir un gouvernement investi, hein, puisque les élections de 2015 et d'avril 2019 n'avaient pas permis de dégager une majorité. Et c'est la première fois depuis 2004 qu'un chef de gouvernement qui est minoritaire, dont le parti est minoritaire, obtient la majorité absolue dès le premier tour. Donc, Pedro Sanchez a quand même réussi à préserver, au moins jusqu'à présent, la stabilité politique dont il peut se revendiquer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il a toujours été en mesure de constituer des majorités qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, puis de s'y maintenir, en intégrant d'ailleurs toujours plus largement, et aujourd'hui en réintégrant au jeu politique donc le parti Junts, hein, le parti de Carles Puigdemont. Il faut bien garder en tête que le parti Junts, c'est le successeur politique, pas juridique, mais politique, de Convergencia, Convergence, qui était le grand parti nationaliste de Jordi Pujol, qui a été le dirigeant de la Catalogne de 1980 à 2003. Et Convergencia, c'était un parti libéral, nationaliste, de centre-droit, mais qui était aussi un parti très pragmatique. Hein. Ils ont soutenu Felipe González en 93, puis ils ont soutenu José María Aznar en 96, puis ils ont soutenu de temps en temps José Luis Zapatero, puis ils ont apporté leur voix à Mariano Rajoy. C'était des gens qui, en gros, négociaient au gré des intérêts de la Catalogne. Junts est l'héritier de l'espace politique de Convergencia, mais avait pris une posture plus social-démocrate, parce que les indépendantistes catalans, à l'époque, étaient plutôt des indépendantistes de gauche, hein, la gauche républicaine de Catalogne et la candidature d'unité populaire. Et puis Junts était devenu aussi plus radical, beaucoup plus fermé au dialogue, beaucoup moins ouvert à l'idée, justement, de cette discussion pragmatique. Et Junts a l'air de vouloir revenir un peu quelque part dans ce jeu politique et parlementaire. Alors, pour le moment, plutôt dans son optique indépendantiste, hein, donc notamment la loi d'amnistie dont on va parler juste après, et puis même plus de décentralisation, la question du statut fiscal de la Catalogne, mais il n'empêche que Carles Puigdemont n'a pas fait du référendum d'indépendance un préalable, il en fait toujours un objectif, mais pas un préalable, donc c'est-à-dire que ce n'est plus pour Pedro Sanchez, entre guillemets, un péage à franchir. En revanche, il y a quand même eu cette loi d'amnistie qui est, aujourd'hui nous sommes début janvier, qui est toujours en cours d'examen et qui est un sujet qui crée énormément de tensions dans la société, énormément de tensions sur la scène politique, qui crée des fractures et des tensions internes évidemment au Parti socialiste, et puis cette loi qui effectivement n'était pas souhaitée par Pedro Sanchez, mais je pense qu'on va pouvoir y revenir. Merci Antoine, justement, si tu es d'accord, enfin, abordons plus en détail cet accord et notamment ce fameux projet de loi d'amnistie des indépendantistes catalans, et donc de cet accord qui figure, enfin, avec comme cadre les négociations et l'accord entre le PSOE de Pedro Sanchez et Junts, hein, donc le mouvement indépendantiste de Puigdemont. Donc, si tu peux nous donner davantage d'éléments sur cet accord et ce projet de loi d'amnistie, mais aussi les réactions, les conséquences politiques de la droite et de l'extrême droite, on peut les imaginer, mais quand même, de la gauche, mais aussi du monde judiciaire et du PSOE, où au sein même du PSOE, évidemment, ça crée des tensions. Je pense notamment, évidemment, aux prises de position de Felipe González, l'ancien chef du gouvernement.
Effectivement, et ça a créé pas mal de remous. Donc cette loi d'amnistie, elle a été très très longuement négociée parce que c'est une loi qui finira devant le tribunal constitutionnel espagnol, et donc il est indispensable pour Pedro Sanchez que cette loi passe le filtre du tribunal constitutionnel. C'est une loi qui est assez longue, qui est très technique, qui a été rédigée avec beaucoup de soins juridiques, hein, à lire. Si on est juriste, c'est presque de l'art, c'est vraiment très très bien écrit, très bien ficelé. Donc évidemment, ça a été très long à négocier parce qu'il a fallu se mettre d'accord, peser chaque mot, chaque objectif. Il faut aussi bien savoir une petite chose technique en Espagne, c'est que tous les projets de loi, comme en France d'ailleurs, sont accompagnés d'un exposé des motifs. Et cet exposé des motifs, il est publié en même temps que la loi au journal officiel quand la loi est promulguée. Et donc, il doit aussi être rédigé de manière à ce que l'esprit de la loi ne soit pas considéré comme étant contraire à la Constitution. Donc même dans ce texte-là, ce qui est prévu, c'est une amnistie pour tous les délits commis ou sous investigation judiciaire en rapport avec l'organisation des référendums d'indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un en 2014 qui est un référendum consultatif, et le gouvernement catalan l'avait présenté comme un référendum consultatif, et il y a eu celui de 2017 qui était un référendum avec force obligatoire, toujours selon le gouvernement catalan, hein, évidemment. Ces deux référendums ayant été déclarés contraires à la Constitution et donc interdits et illégaux par la justice, et la justice constitutionnelle notamment. C'est-à-dire que les personnes qui ont été condamnées bénéficieront de l'amnistie, et les personnes qui font l'objet d'une information judiciaire, Carles Puigdemont au premier plan, bénéficieront également de l'amnistie. Les calculs aujourd'hui des experts juridiques des différents médias qui ont pu lire cette loi considèrent qu'elle va toucher environ 300 personnes, donc ce qui est assez peu au regard de l'ensemble de la société espagnole. Hein. L'Espagne, c'est plus de 45 millions d'habitants. La Catalogne, c'est 7 ou 9 millions d'habitants, j'ai un doute, mais donc c'est peu de monde. Mais ce sont beaucoup de responsables politiques, y compris des responsables politiques qui sont aujourd'hui installés à l'étranger, hein, Carles Puigdemont, mais aussi par exemple la numéro 2 de la gauche républicaine de Catalogne. Ce sont des cadres politiques qui sont aujourd'hui en Espagne, mais qui ne peuvent plus accomplir d'activités politiques. C'est un peu, pour les indépendantistes, l'idée de sauver ce qu'on pourrait appeler la génération perdue, c'est-à-dire tous les cadres politiques qui ont grandi dans les années 90-2000, qui ont commencé à accéder aux responsabilités au niveau des années 2010, et puis l'engagement indépendantiste finalement les a rendus inéligibles, ils ne peuvent plus exercer de fonction publique, etc. Donc c'est l'idée de faire revenir toutes ces personnes-là évidemment dans le jeu. Le texte de loi est très clair sur le fait qu'il y a bien eu des délits qui ont été commis, que les référendums étaient contraires à la Constitution, mais que l'amnistie est un choix d'exception pour une situation d'exception afin de rétablir le vivre ensemble, je reprends les termes, hein, je ne dis pas que je les assume, je les reprends, je les explique, et de normaliser la situation politique, sociale et institutionnelle. C'est ça l'objectif du texte, tel qu'il est présenté. Alors, l'objectif, évidemment, pour Carles Puigdemont, c'est de pouvoir rentrer en Espagne. L'objectif pour Pedro Sanchez, c'est de maintenir au pouvoir, c'est-à-dire que chacun a un intérêt politique plus personnel et plus court-termiste. Mais ce texte a, à mon sens, une vertu pour la classe politique espagnole, c'est qu'il va retirer aux indépendantistes un de leurs arguments majeurs, qui est l'argument du martyr, c'est-à-dire qu'il existerait un État espagnol oppresseur, fasciste, néo-franquiste, répressif, etc. La loi d'amnistie va retirer à la justice sa capacité, effectivement, à faire passer la loi. Hein. Bon, ça peut se critiquer ou pas, ça c'est vraiment l'avis politique de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les indépendantistes n'auront plus, quelque part, Puigdemont a construit sa légitimité charismatique sur le fait d'être un martyr exilé à l'étranger. Si demain il rentre à Gérone, parce qu'il est gironnais plutôt que barcelonais, si demain il rentre à Gérone, il sera toujours l'ancien président qui s'est exilé, qui a obtenu l'amnistie et qui donc a pu revenir, mais il ne sera entre guillemets plus que ceci, et il ne sera, peut-être, sachant qu'on voit aujourd'hui bien que l'indépendantisme est moins fort parce que plus il négocie avec Pedro Sanchez, plus sa base la plus radicale se démobilise. Finalement, elle perçoit pourquoi les indépendantistes n'ont pas fait un bon résultat aux élections législatives de 2023.
parce que notamment la gauche républicaine a soutenu Pedro Sánchez quasiment tout le long de son deuxième mandat. Et donc ils ont été perçus par les franges les plus radicales comme des traîtres, pour utiliser un mot qui était utilisé justement par ces personnes-là, à tel point que certains de ces dirigeants qui avaient été en prison se faisaient ensuite huer dans des manifestations indépendantistes. Donc on voit bien que cette stratégie, elle va permettre aux cadres indépendantistes de revenir dans le jeu politique, mais elle va aussi les priver d'un argument, on va dire, pas dialectique, mais rhétorique et politique majeur. Donc, vraiment, l'objectif de ce texte permet donc à ces personnes d'échapper totalement à la justice. Les délits sont considérés comme étant nuls et non avenus. C'est vraiment une amnistie. Il faut savoir que la Constitution espagnole ne prévoit pas d'amnistie. Elle ne l'interdit pas. Elle interdit les grâces collectives, mais elle n'interdit pas l'amnistie, mais elle ne la prévoit pas non plus. Le débat avait eu lieu dans les années 77-78 lors de l'élaboration du texte. Il avait été convenu de ne pas la mettre dedans. Mais la loi d'amnistie l'amnistie n'est pas en soi interdite ou autorisée par la Constitution, il y a un flou. Donc c'est évidemment le tribunal constitutionnel qui se prononcera dessus, d'où la rédaction très 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 précise de cette loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie, elle exclut évidemment un certain nombre de délits, évidemment les délits qui ont pu causer des blessés ou des morts. En gros, elle exclut ce qu'on va appeler les crimes de sang. Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas eu dans le cadre du processus indépendantiste. Elle exclut également les délits assimilés au terrorisme, à condition qu'il y ait eu... elle exclut les délits liés au terrorisme qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation. Parce qu'en fait, la justice espagnole, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, a réagi, et a très mal réagi à cette loi. Il faut savoir que la justice espagnole est majoritairement conservatrice. Le Conseil de la magistrature a émis un communiqué critiquant ce texte, mais le communiqué n'a pas été unanime puisque les membres les plus ce qu'on appelle les progressistes du Conseil et même le président lui-même de ce Conseil ont refusé de suivre les membres les plus conservateurs au titre qu'il ne s'agit que d'une proposition de loi, et même le communiqué avait été émis avant que la proposition de loi ne soit connue. Donc c'est-à-dire que le Conseil de la magistrature a critiqué un accord politique entre deux partis politiques dans le cadre d'une négociation parlementaire, ce qui est une rupture de séparation des pouvoirs qui est quand même un peu problématique. Et un juge notamment qui enquête sur un certain nombre de mouvements sociaux liés à l'indépendantisme et qui laissait végéter ces enquêtes, les a d'un coup relancés et a utilisé une partie du code pénal qui permet de qualifier de délit terroriste un certain nombre de mouvements sociaux, en réalité, c'est-à-dire que certains désordres publics peuvent être qualifiés de délits terroristes, notamment s'il y a eu un mort, etc. Et il y avait notamment eu, en fait, une manifestation qui avait bloqué les voies d'accès à l'aéroport de Barcelone, et il y a un touriste français qui, quelques heures après ce blocage, parce qu'il a été obligé de marcher, etc., a fait un infarctus. Et donc, l'idée de la justice de ce juge, c'est de dire que parce qu'il y a eu ces manifestations, cet homme est mort, donc ça relève bien du terrorisme, et il a ensuite relié les organisateurs de cette manifestation à Carles Puigdemont, à certains cadres de la gauche républicaine, pour les mettre en examen de chefs de délits terroristes. Donc on est vraiment dans une réaction épidermique de la justice à deux choses, d'abord à l'indépendantisme, et ensuite à cette loi d'amnistie qui va arriver. Il se trouve que cette loi d'amnistie fait l'objet début janvier de ce qu'on appelle la discussion générale au Parlement. Donc elle va commencer son parcours parlementaire, sachant qu'elle est examinée en urgence et que quand elle arrivera au Sénat, petite autre réaction, ça c'est la réaction de la droite. La droite est évidemment virulemment opposée à ce texte, mais ça c'est absolument tout à fait, c'est quelque part logique. La droite contrôle le Sénat. La droite est majoritaire au Sénat. Et donc le Parti populaire a réformé le règlement du Sénat pour que si une proposition de loi, en fait, quand le Congrès dit qu'une proposition de loi doit être examinée en urgence, tous les délais d'examen sont divisés par 2 et ça s'applique automatiquement au Sénat. C'est la règle, c'est comme ça. Le PP a réformé le règlement du Sénat pour pouvoir faire sauter justement la déclaration d'urgence au niveau du Sénat, ce qui va étirer le Sénat en Espagne constitutionnellement. Il a 2 mois pour traiter une loi. C'est un délai constitutionnel. Donc normalement, il n'aurait dû avoir qu'1 mois. Il aura a priori 2 mois. Donc ça va effectivement faire traîner les débats
On peut évidemment s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de demandes d'audition, à ce que des ministres soient appelés à être auditionnés, à ce que Pedro Sanchez soit un peu quelque part harcelé au niveau parlementaire dans le cadre du Sénat, dans le cadre de l'examen de ce texte, pour le mettre vraiment en difficulté, puisqu'effectivement, comme je te le disais, on sent qu'il est gêné aux entournures avec ce texte, hein, il ne le revendique pas, il ne le crie pas sur tous les toits, c'est pas vraiment quelque chose il assume qu'il le fait pour se maintenir au pouvoir. En fait, son idée, c'est de dire, si je suis au pouvoir, je peux faire des politiques de gauche. Pour être au pouvoir, il me faut la loi d'amnistie. Donc, c'est un peu un sophisme, hein, mais si je veux mener des politiques de gauche, il faut que je fasse la loi d'amnistie. Voilà, c'est un peu ça. Si je dois résumer, c'est ça. Et effectivement, au sein du Parti socialiste, ça crée des tensions. Alors, Sanchez tient son parti. Il verrouille vraiment le Parti socialiste depuis qu'il l'a repris en 2017. Il a constitué un groupe parlementaire complètement à sa main. Il constitue le gouvernement sans en rendre compte à la direction du parti. Donc, il est vraiment seul maître à bord. Néanmoins, ça a crissé effectivement sur cette loi d'amnistie. Felipe González, bien sûr, l'ancien chef du gouvernement, a dit que lui, il ne l'aurait certainement pas faite. Il aurait préféré un accord politique. Et je pense que Felipe González défendrait sans aucun problème qu'il valait mieux laisser gouverner Alberto Núñez Feijóo en minorité plutôt que de s'associer avec Carles Puigdemont et les indépendantistes. Évidemment, sinon, l'autre grand critique, alors il y a l'autre grand critique, c'est Alfonso Guerra, c'est l'ancien numéro 2 de Felipe González. Alors c'est marrant parce que cette affaire les a réconciliés, ça faisait 30 ans qu'ils s'étaient brouillés tous les deux. Guerra a été vraiment une espèce de baron noir, hein, du socialisme espagnol dans les années 70, 80, 90. Ça a vraiment été une personnalité à la fois majeure, mais aussi assez nocive, assez toxique. C'était c'était le seul qui avait un courant vraiment organisé, qui jouait la bataille interne, qui créait de la division, etc. Enfin voilà, mais c'était un très très bon organisateur. Il maîtrisait très bien les campagnes électorales et l'appareil du parti, et donc lui et Felipe González avaient un mariage de raison qui avait explosé au début des années 90, sachant que Guerra était quelque part un peu l'aile gauche du PSOE, là où González était vraiment le rénovateur libéral, social-démocrate libéral, vraiment. Guerra et González se sont retrouvés, ils ont présenté un livre ensemble, je crois, et ils se sont vraiment mis d'accord, et on a vraiment senti qu'il y avait une forme d'harmonie retrouvée entre les deux vieux briscards, mais ça reste maintenant deux vieux briscards très éloignés des centres de pouvoir et des centres d'influence. Ils ont un peu perdu leur magistère moral. Le seul qui les a vraiment suivis dans la critique au sein du PSOE, qui est encore en responsabilité, c'est un responsable qui s'appelle Emiliano García Paje. C'est le président de la Castille-La Manche, la région de Tolède. C'est le seul qui a réussi à garder une majorité absolue lors des élections régionales. Et c'est vraiment un conservateur du PSOE. C'est ce qu'on appelle ce sont les ruraux du PSOE, c'est-à-dire il y a la Castille-La Manche, l'Extrémadure, il y avait l'Andalousie aussi à une époque, c'est-à-dire ces régions qui ont une identité culturelle peut-être plus rattachée à l'idée de l'unité de l'Espagne, à cette identité un peu castillane, bon, moins pour l'Andalousie, on est d'accord, mais voilà. Donc ce sont des régions qui ont une identité culturelle moins affirmée, qui sont plus rurales, assez dépeuplées, et puis donc où les socialistes sont plus conservateurs, très attachés à cette question d'unité de l'Espagne, de respect de la Constitution, la décentralisation dans l'égalité, pas de traitement de faveur pour une région ou pour une autre, etc. Même plus conservateur sur les sujets sociaux. Enfin voilà, c'est pas García Paje n'est pas celui qui revendique le plus la hausse du salaire minimum, etc. Enfin voilà, c'est vraiment et donc García Paje est plutôt sur la ligne de Felipe González, mais il est extrêmement isolé au sein du PSOE. C'est le seul grand dirigeant régional qui est très opposé. La plupart des autres, alors il n'en reste pas beaucoup depuis les dernières élections, mais la plupart des autres suivent. Notamment les socialistes catalans suivent pleinement sur la question de l'amnistie parce qu'ils sont convaincus que c'est la voie pour eux de revenir au pouvoir, en fait, de faire disparaître cette opposition indépendantiste, non indépendantiste. Et puis ça ramène en fait des électeurs indépendantistes au Parti socialiste qui peut leur dire, vous voyez, on fait des gestes, etc., etc. Donc voilà un peu tout l'état d'esprit qu'il y a autour de cette loi d'amnistie. C'est une loi qui est extrêmement clivante, qui crée
beaucoup de remue-ménage, qui crée vraiment de la virulence dans les discours, et puis évidemment aussi de la virulence dans la rue, puisqu'il y a eu pendant tout le mois de novembre, quasiment tous les soirs, des manifestations d'extrême droite devant le siège du Parti socialiste rue de Ferraz à Madrid. C'était le Novembre national, c'était des mouvements vraiment néo-franquistes, fascisants, etc., qui ont agressé des policiers, qui ont tenté d'envahir le siège du PSOE sans y parvenir. Et donc, tout ça crée quand même une situation de tension extrêmement forte dans la société. Pour le reste de l'accord PSOE-Younes, il y a un aspect qui crée aussi là beaucoup de critiques, c'est que Younes revendique un certain nombre de choses que le PSOE a déjà prévenu qu'il n'accepterait pas, par exemple un statut fiscal spécifique pour la Catalogne, et les négociations entre le PSOE et Younes n'ont pas lieu à Madrid, comme Carles Puigdemont y est, elles ont lieu à Genève. Et à Genève, elles ont lieu en présence d'un diplomate du Salvador, qui est un ancien des Nations Unies, qui surveille que les négociations se déroulent bien. Et ça, pareil, c'est extrêmement critiqué, parce que normalement, les négociations à deux avec un médiateur, c'est souvent entre deux États, ou deux proto-États, ou etc. C'est pas entre deux partis politiques. Donc ça, c'est aussi un sujet. Le PSOE l'assume, mais c'est vraiment un sujet qui est très 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 critiqué, très très polémique, et le PSOE est très très critiqué là-dessus, effectivement. Donc, tu nous as là proposé une analyse détaillée, précise, et merci beaucoup. Ça permet d'avoir quand même une vision très claire de ce qui se passe. Dernière question, mais une petite question un peu sous-jacente à ce que tu viens de dire, concernant le PSOE. Tu as évoqué Felipe González. Autre grande figure du PSOE, c'est Zapatero, qui, je crois, lui, par contre, soutient Sanchez dans cette démarche. Hein. Tu me confirmes? Oui, absolument. Zapatero est à fond derrière Sanchez. En fait, il faut savoir que dans la campagne des législatives, quand Sanchez a annoncé la dissolution du Parlement, Zapatero a dit moi je suis disponible pour faire campagne, et l'équipe de Sanchez lui a dit ok, en gros vas-y, propose-toi aux fédérations locales, etc. Et Zapatero a fait plus de meetings que Pedro Sanchez lui-même. Et en fait, Sanchez avait fait un choix. Lui, il a fait une campagne très médiatique. Il allait dans les médias, et notamment dans les médias plutôt de droite, pour essayer de toucher un électorat auquel il ne parlait plus. Et de son côté, Zapatero, Zapatero, il a mal fini son mandat en 2011. Hein. Évidemment, il y a eu la crise économique, il y a eu la baisse des retraites, la baisse des salaires des fonctionnaires, la réduction du budget de l'État, et donc évidemment l'austérité en fait qui lui a fait beaucoup de mal. Et puis, avec le retour de Sanchez au pouvoir et un certain nombre de politiques très progressistes, notamment sur les droits des personnes transgenres, sur les droits des femmes, etc., on a redécouvert un peu quelque part le bilan sociétal de Zapatero. Faut pas l'oublier, c'est la grande loi sur les violences faites aux femmes, c'est la grande loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est l'autorisation du mariage pour les couples de personnes de même sexe, c'est aussi la première loi sur les droits des personnes transgenres. Donc tout ça, en fait, a redonné un peu de crédit à Zapatero dans l'électorat de gauche et l'électorat progressiste, l'électorat un peu jeune, un peu urbain, etc., qui est très attaché à ces questions. Et donc Zapatero, c'était aussi celui du statut d'autonomie de la Catalogne de 2006, de quelque part de la paix territoriale, etc. Et donc il est revenu effectivement au premier plan. Il a fait énormément campagne avec une espèce d'énergie, de dynamisme, d'optimisme débordant. Et il continue aujourd'hui encore beaucoup à défendre effectivement dans les médias, devant le parti, la politique de Sanchez, notamment la question de l'amnistie, etc. Il est convaincu. Zapatero a toujours une forme de mantra, c'est que il faut éviter la crispation, il faut tout faire pour dialoguer, se parler, se rencontrer. Et donc pour lui, évidemment, cette stratégie, la stratégie de Sanchez, elle va là-dedans. Faut pas oublier que Zapatero, il a été chef de l'opposition lors du deuxième mandat de José María Aznar. C'est le mandat de la guerre en Irak, c'est le mandat de la grève générale de 2002, la seule grève générale sous José María Aznar, c'est le mandat des réformes éducatives qui ont été imposées, etc. C'est-à-dire que Zapatero, il a construit son identité politique dans l'opposition au mandat le plus dur
qu'a fait José María Aznar et qui a d'ailleurs un peu inspiré les manières de faire de Mariano Rajoy entre 2011 et 2016. Donc c'est vraiment quand même, malgré tout, une figure aujourd'hui un peu morale. On va dire que à l'époque de Zapatero, c'était Felipe González qui était la référence, et ben aujourd'hui à l'époque de Pedro Sánchez, c'est Zapatero qui est la référence. Voilà, on est toujours quelque part la référence de quelqu'un et on est aussi souvent le vieux de quelqu'un. Ben voilà, González, c'est un peu le plus vieux et donc un peu comme on sort des fêtes, j'ai presque envie de dire, c'est un peu le tonton un peu gênant au bout de la table, si on veut, pour la direction socialiste, mais ça reste quand même, notamment pour les électeurs les plus anciens, ça reste quand même une référence majeure. C'est celui qui a quand même amené l'Espagne dans l'Union européenne, c'est celui qui a vraiment lancé l'Espagne, voilà, le miracle post-transition. Enfin voilà, c'est quand même aussi, ça reste une très très grande figure de l'histoire politique espagnole. Quand je parle du tonton, je ne veux pas être du tout désobligeant envers le bilan de cette personnalité majeure, mais c'est aussi un peu comme ça qu'il est perçu par le gouvernement, la direction du PSOE, le groupe parlementaire et la génération actuelle qui est au pouvoir. Oui, tu as raison, ça reste, quoi qu'on dise de lui, ça reste une grande figure de la vie démocratique espagnole, bien au-delà du PSOE, quoi, de la vie démocratique, et même européenne. C'est quand même une grande figure. C'était utile de le rappeler, tu as raison. Bah, écoute, comme dernière question, allons de l'autre côté de l'échiquier politique. C'est donc juste après, justement, après l'échec, ce qu'on peut considérer comme un échec du PP, du Parti populaire aux législatives de juillet dernier. L'échec à former autour de lui une majorité à la rentrée, c'est où en est la droite espagnole, alors Parti populaire et l'extrême droite Vox, les relations entre deux, mais et ensuite les deux partis en eux-mêmes. Est-ce que la droite espagnole, de façon large, n'est pas un peu dans une impasse politique et idéologique? Pour le moment, en tout cas, en fait, elle profite des déboires de Sanchez et de l'amnistie et de sa réception dans l'électorat, parce que l'électorat est quand même plutôt rétif à l'amnistie. Donc, on pourrait presque dire qu'elle est dans une forme de dynamique, mais elle est dans une forme de dynamique sondagière qui n'a aucun intérêt puisqu'on ne votera pas en Espagne au niveau national avant 4 ans. Donc, en fait, elle est dans une dynamique qui lui est favorable. D'ailleurs, enfin, ici, il y a les européennes. Remarque, on voit d'ailleurs que dans le cadre des européennes, il y a eu un sondage qui montre qu'elle est vraiment dans une dynamique plutôt positive. C'est plus elle qui profite que Vox. Après, elle profite aussi parce qu'elle a une sorte d'électorat prêté, c'est-à-dire l'électorat socialiste critique de l'amnistie se retrouve du coup plus dans le discours anti-amnistique d'Alberto Núñez Feijóo, mais après dans un vrai débat de société, dans les projets de société, les projets sociaux, les projets économiques. Là, évidemment, l'électorat ne serait pas aussi facilement attirable, on va dire ça comme ça. Néanmoins, actuellement, au Parlement, le Parti populaire est majoritaire au Sénat, mais le Sénat n'est qu'une seconde chambre qui n'a pas de pouvoir bloquant, donc elle n'a pas de capacité à peser plus qu'à gêner, on va dire, le gouvernement. Au niveau du Congrès, elle ne peut pas former de majorité. Alberto Núñez Feijóo, en fait, est dans une situation qui est très problématique pour lui, qui est une nouveauté. Feijóo n'a été qu'une seule fois dans l'opposition dans toute sa vie. C'était entre 2006 et 2009 en Galice, mais ce n'était pas lui qui était candidat au régional. Il est devenu en fait chef du parti en 2006, chef du parti en Galice. Et quand il a été candidat sur son nom pour la première fois, c'était en 2009, il a gagné. Et en 2012, il a regagné. Et en 2016, il a regagné. Et en 2020, il a regagné. C'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu une élection sur son nom. Il a toujours été majoritaire et en plus, il avait toujours des majorités absolues. C'est-à-dire qu'il a toujours été majoritaire, il a toujours gouverné tout seul. Donc, on voit bien qu'il est aujourd'hui dans une situation un peu confuse où il a quand même gagné les élections, il est arrivé en tête, il a le plus grand groupe parlementaire, mais il ne peut rien en faire. C'est vraiment une victoire, et c'est une victoire à la Pyrrhus, quoi. Il a gagné pour rien. Donc on voit bien, il a renouvelé, ça y est, là, il a renouvelé complètement la direction du parti, la direction des groupes parlementaires. Il est en ordre de bataille pour être chef de l'opposition, mais il n'est jamais que chef de l'opposition. Donc l'impasse, pour le moment, elle est là. D'où les élections en Galice qui vont avoir lieu en février. Elles auraient dû avoir lieu en juin-juillet, elles ont lieu en février. L'objectif du PP, c'est d'offrir à Feijóo une majorité absolue. Alors, c'est pas lui le candidat, hein, le président de la région, c'est Alfonso Rueda, c'est le dauphin de Feijóo, il s'inscrit complètement dans ses pas, enfin, il a quasiment pas d'identité politique, mais l'idée de Rueda, c'est de gagner avec une majorité absolue pour que Feijóo
prennent un bol d'air et puissent dire, bah ok, peut-être que, regardez, j'ai gagné les législatives, mais pas avec une assez grande majorité, mais mon parti, c'est quand même aujourd'hui encore un parti qui domine. Le Parti populaire, en fait, aujourd'hui, fait le pari d'une radicalisation sur la question de l'amnistie pour finir de phagocyter, d'étouffer Vox et de recréer ce grand parti du centre à la droite, avec derrière une idée qui va te paraître très bizarre, mais c'est que l'objectif, c'est de retrouver des capacités d'alliance. Aujourd'hui, parce qu'il y a Vox, le PP est bloqué. Il ne peut pas s'allier avec les partis nationalistes locaux, le parti nationaliste basque, pareillement, mais aussi Junts. Junts, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'héritier de Convergencia. Et Convergencia s'entendait très bien avec le Parti populaire. Et Feijóo a envoyé des ballons sondes à Junts pendant sa tentative d'investiture. Alors évidemment, Junts disait, bah nous, de toute façon, c'est simple, on veut l'amnistie. Donc ils ont dit non, mais ils se sont rencontrés. Ils ont discuté. Et Junts, à partir du moment où la partie indépendantiste de son discours va commencer à se dégonfler du fait de la loi d'amnistie, etc., on recommence à réentendre chez Junts une petite musique de droite. Il faut supprimer l'impôt sur la fortune, il faut supprimer l'impôt sur les successions, il faut supprimer l'impôt sur le patrimoine. Une posture aussi de Junts est très critique sur la question de la politique migratoire. Donc tu vois, toutes des postures. On commence à retrouver des postures aussi très critiques sur la question du squat et du logement. En Espagne, c'est un vrai sujet politique, pas tant social, mais c'est un vrai sujet politique, la question du squat. Hein, ça montre vraiment la différence entre la gauche et la droite. Et donc, on voit bien que Junts s'éloigne petit à petit de son logiciel social-démocrate. Et donc, le Parti populaire, son objectif, c'est d'évincer Vox de l'équation par une posture pour l'instant très radicale, de manière à ce qu'une fois que Vox sera sorti de l'équation, pouvoir de nouveau s'ouvrir sur une posture plus centriste et libérale au Parti nationaliste basque et à Junts, et notamment le Parti nationaliste basque va en être en demande, puisqu'on voit bien aujourd'hui que au Pays basque, il est beaucoup moins hégémonique qu'il ne l'était. Il se fait tailler des croupières par Bildu, qui est la gauche indépendantiste, Bildu qui tient un discours très social, très peu identitaire justement. Le Parti nationaliste basque reste encore accroché à l'idée de faire venir des compétences, faire venir des moyens. Bildu est beaucoup plus dans une posture sociale, qui parle beaucoup plus à la jeunesse basque, aux classes moyennes, etc. Et donc on voit bien que le Parti nationaliste basque est arrivé au bout d'un cycle et que en fait aujourd'hui il s'accroche à Pedro Sanchez parce que Bildu s'accroche à Pedro Sanchez et donc personne ne veut céder un espace à l'autre, mais on voit bien que le Parti nationaliste basque dans quelques années, avec un parti populaire qui aurait évincé l'extrême droite et qui serait en capacité de repasser des alliances avec des partis locaux, ça pourrait l'intéresser. Vox, évidemment, de son côté, l'objectif, c'est de continuer à peser, et c'est de continuer notamment à être un partenaire indispensable pour le Parti populaire. Je rappelle qu'il y a des coalitions en Castille-Léon, en Extrémadure, en Communauté valencienne, en Aragon, voilà, en Murcie aussi. Donc il y a quand même 5 régions qui sont gouvernées par les deux, et l'objectif de Vox, c'est que ça continue, parce que Vox, comme ça, obtient des parcelles de pouvoir, obtient des moyens. D'ailleurs, n'obtient pas vraiment. Il y a un bilan là qui a été fait il y a pas longtemps par la presse, par El País notamment. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il y a la coalition PP-Vox en Castille et Léon, et concrètement tous les marqueurs idéologiques de Vox, tous les marqueurs législatifs que Vox avait réclamés, aucun n'a été mis en chantier. Donc c'est du discours, c'est de la dialectique, mais c'est absolument pas politiquement. Voilà. Par contre, politiquement, Vox montre qu'il est au pouvoir, qu'il gouverne, qu'il est en capacité de gérer. Et donc Vox veut continuer évidemment à peser là-dessus. Pour cela, d'ailleurs, il va y avoir bientôt un congrès extraordinaire. En fait, Vox a avancé son congrès parce que Santiago Abascal, le président du parti, sait qu'il fera un très mauvais résultat en Galice. La Galice a encore ce côté où la droite se concentre sur le Parti populaire. Ça date de 1989 et donc ça ne va pas s'arrêter. Et donc, comme il sait qu'il aura un mauvais résultat en Galice et a priori un mauvais résultat au Pays basque, il anticipe en fait son congrès pour ne pas être mis en cause en interne. Donc l'objectif de Vox n'est plus aujourd'hui de dépasser le PP ou d'accéder au pouvoir, mais c'est de rester la jambe sur laquelle le PP doit s'appuyer si demain il veut gouverner. Et évidemment, l'objectif du PP, c'est de se débarrasser de Vox, qui est pour lui un boulet parce qu'il le bloque dans sa capacité à accéder au pouvoir. Sur ce sujet, il y a une petite anecdote rigolote, c'est que Feijóo a un discours où il dit « J'aurais pu être président du gouvernement, mais je n'ai pas voulu ». Sous-entendu,
comme j'ai refusé de faire l'amnistie, Younes ne vote pas pour moi. Ce qui en fait, c'est un faux argument parce que si Feijóo avait dit je fais l'amnistie, Younes vote pour moi, Vox n'aurait pas voté pour lui et donc en fait il n'y a pas de majorité possible aujourd'hui pour le PP tant que Vox est dans l'équation, si le PP évidemment n'est pas en capacité au niveau national, si le PP évidemment n'est pas en capacité de conquérir suffisamment d'électeurs. Mais ça reste toujours le grand mantra de Feijóo, c'est de reconstruire ce grand parti qui va du centre quasi social-libéral jusqu'à la droite néo-franquiste la plus radicale et qui rejette l'ultra-droite vraiment dans l'élan. Antoine, un grand merci pour, une fois de plus, la qualité, la richesse des analyses. Mais écoute, affaire à suivre, voir comment vont évoluer ces négociations entre le PSOE Sanchez et Junts. Et peut-être retrouvons-nous après aussi pour voir, après les élections régionales en Galice, hein, c'est ça, mi-février, je crois. Enfin, et peut-être que l'accord aura été conclu entre Sanchez et Junts. Encore merci et donc à bientôt, Antoine. Merci à toi, Alexandre. À bientôt.